Georges Malbruno, bonsoir. Bonne année. Merci. Alors, vous avez pris de bonnes résolutions, j'imagine, pour l'année 2005, de ne pas retourner en Irak. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, donc de plus faire la une du 20h. Oui. Voilà, hein, ça... Oui, non, j'étais pas volontaire pour ce rôle dans parfois ce qui ressemblait à un très mauvais film. Ouais. En tous les cas, après 11 ans d'expatriation, vous aviez décidé de revenir en France fin 2004, début 2005. C'est fait, c'est ce que vous aviez promis à Sylvie. Oui, il n'y a pas de problème, vous êtes à l'heure. Avec un petit peu de retard. Vous avez tenu promesse. Voilà. En tous les cas, on est très heureux de vous voir. On s'est fait beaucoup de soucis pour vous. Et on est très, très heureux de vous avoir. Merci. Vous avez été libéré le 21 décembre. Ça ne leur a pas laissé beaucoup de temps chez vous pour acheter les cadeaux de Noël, non? Non, oui, c'est vrai, oui. Bah, je crois que mon retour était quand même le plus beau des cadeaux de Noël, quoi. Ouais. Donc, ça tombait bien. Vous avez passé les fêtes chez vous, à Montéguy, en Forez. Il y a très longtemps que je n'étais pas rentré pour un Noël, parce que souvent, je restais au Moyen-Orient. Et cette année, c'était un petit peu une circonstance exceptionnelle. Et j'ai retrouvé un village où j'ai passé mon enfance. Et c'était assez impressionnant, parce qu'il y avait beaucoup de visages que je n'avais pas revus depuis très longtemps. J'y pensais d'ailleurs quand j'étais en détention. J'avais besoin de me rassurer d'images sécurisantes comme ça. Donc on pense à la maison de campagne qui nous attend, ou alors aux amis d'enfance. Alors que, bon, avant, j'y pensais pas trop. En tant que j'avais quitté la région. Ça a pris de la valeur pour vous, tout ça. Tout ça a pris de la valeur. Ce qui peut rassurer quand on est dans l'insécurité. Ouais. Vous croyez à nouveau au Père Noël maintenant, non? Voilà, absolument. D'ailleurs, on se disait, début décembre, avec Christian chez nous, on se disait, on va être libérés juste avant Noël parce que, bon, ça fera un beau cadeau. Ouais, ça a été un très beau cadeau pour tout le monde. Alors, vos conditions de captivité ont été très dures quand même. Vous étiez enfermé dans des pièces hermétiques avec une chaleur torride, nourriture minimum. Vous mangez quoi? On a commencé par, si je puis dire, les produits du terroir, puisqu'on était dans une ferme les 15 premiers jours. On a mangé beaucoup de dattes, de cornes grecques et beaucoup de thé. On perdait 1 kilo par semaine, mais bon, c'était assez nourrissant quand même. Ensuite, on est passé, je dirais, au fast-food local. C'était du kebab et du poulet riz. Et ensuite, lors d'un transfert, on est passé à la cuisine irakienne traditionnelle qui est bonne. Donc vous n'avez pas souffert de malnutrition? Non, on a été assez bien traités au point de vue alimentation. Alors parfois on avait des pizzas froides au petit déjeuner le matin, santé, c'est un petit peu difficile, mais globalement on a été bien traités de ce point de vue-là. Ouais. En tous les cas, vous n'avez pas été victime de violence ou de simulation d'exécution? Non, il n'y a pas eu de simulacre d'exécution, il n'y a pas eu, on l'a reçu chacun une gifle, c'est tout, au début, mais il n'y a pas eu cette pression physique. Il y a eu des pressions psychologiques, bien sûr, mais pas physiques. Vous ne saviez pas que les mêmes qui vous détenaient avaient assassiné le journaliste italien Enzo Baldoni? Vous ne saviez pas ça? On l'a su 3 semaines environ après notre capture, lorsque le 18 septembre, un des responsables de l'armée islamique est venu nous voir et pour nous dire qu'on allait être libérés la semaine suivante. Et il nous a dit, d'ailleurs, au moment où on vous a capturé, on a capturé aussi un Italien, journaliste, mais en fait, ce n'était pas un vrai journaliste, selon eux. C'était un espion, on lui a coupé la tête et il nous a dit, à ce moment-là, les Français étaient très inquiets. Et vous imaginiez quand même que la France se mobilisait pour vous. Vous avez déjà vécu... vous savez comment ça se passe quand il y a des otages français qui sont capturés, on en parle tous les jours aux journaux. Vous saviez que on parlait de vous chaque jour, que vos portraits étaient placardés sur l'hôtel de ville? Non, ça on le savait pas, mais vous imaginiez en tout cas la mobilisation? On imaginait qu'il y avait une mobilisation, et puis nos ravisseurs nous disaient par exemple, vous êtes connus en France. Alors on leur disait rien, parce que c'était pas vraiment notre préoccupation, et ils nous disaient, effectivement, le ministre des Affaires étrangères a appelé à votre libération. On sentait, au moment où c'était très chaud en France, on sentait que les signaux qui étaient émis par le gouvernement français, d'envoyer Barnier dans la région, l'appel de Chirac le soir à la télévision, eh bien ces signaux étaient reçus par nos ravisseurs qui attendaient justement ce genre de signaux et qui leur donnaient à penser que la France ne nous laisserait pas tomber, accorder de l'importance à ces 2 journalistes, parce que ce qui a rien de pire, c'est d'avoir justement des ravisseurs qui lancent des appels comme ça, un gouvernement qui ne répond pas, 2 journalistes qui flottent dans l'air, et puis bon, au bout d'un certain temps...
Alors finalement, le plus dur de toute votre détention, ça a été les déplacements. Vous aviez les yeux bandés, vous étiez ligoté dans une espèce de cercueil en carton à l'arrière d'un GMC. Ça, c'était désagréable. Bah, c'était assez désagréable parce que d'une part, quand on vous transfère, on vous ligote, on vous bande les yeux. Alors vous ne savez pas où vous allez la première fois. Et puis, effectivement, on vous glisse dans une espèce de cercueil en carton recouvert de kilos de couverture pour passer inaperçu. Et puis, vous avez juste la tête qui dépasse. Et donc ça, c'était assez angoissant. Et lors d'un des transferts, par exemple, on a même crevé. Ouais. Et donc là, on s'est dit, c'était déjà au bout d'un certain temps. Là, je me suis dit, s'il pouvait y avoir une patrouille américaine qui passe et qui embarque tout ce beau monde, et puis en même temps, je me suis dit, si jamais il y a les Américains, ils vont nous prendre comme bouclier humain, donc c'est pas, finalement, bah, on est un peu fataliste et on attend que ça se passe, quoi. Donc c'était assez flippant quand même. C'était quoi le pire moment de votre captivité ? Ah, le pire moment, ça a été le lundi, à partir du lundi 8 novembre, lorsque un des responsables de l'armée islamique est venu nous voir, de mauvaise humeur. Il a arraché un calendrier qui était sur le mur et nous a dit « La situation est très grave, vous pouvez tuer à tout moment, les Français sont entêtés ». Donc il nous a fait faire une cassette appelant le gouvernement français à résoudre notre problème. Donc à partir de là, c'est l'angoisse parce qu'on pense qu'on peut être tué. On n'a pas eu de chance parce que 2 jours après, il y a eu des bombardements juste autour. Donc le lendemain, on nous a transférés. En nous transférant, on nous glisse à l'oreille que les Français n'ont pas compris la menace. Et puis en nous sortant justement du GMC après le transfert, le chauffeur nous dit en anglais qui est mort, qui est vivant. Donc là, on se dit bon bah ils vont en exécuter un et ils vont apporter la tête de celui qui va être exécuté aux Français pour leur montrer. Le risque c'était ça, c'est qu'ils en tuent un comme exemple en fait. Comme exemple et pour dire aux Français maintenant faites ce qu'il faut pour sauver le deuxième. Donc là, on a vécu 2-3 jours d'angoisse à vous glacer le sang. Vraiment, physiquement, on était mal parce que on avait l'estomac noué. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé de prier, quoi, alors que j'étais pas tellement pratiquant avant. Et bon, on s'est retrouvés face à une perspective de la mort et on a prié, ça nous a apaisés, je dirais, moralement, et ça nous permettait déjà un petit peu de sortir cette angoisse. Et heureusement, 2 jours après, notre gardien est venu nous voir, nous a demandé comment ça allait. On lui a dit que ça allait pas bien, et on lui a dit on craint pour notre vie. Et il nous a fait signe de la main, il dit ne vous inquiétez pas. On lui a demandé si les contacts étaient rompus, il nous a dit non, et il nous a dit Inch'Allah, ça va continuer. Ça, c'est le pire moment. Le meilleur moment, c'était quoi ? C'est la libération. La libération. Il n'y a pas eu un bon moment, malgré tout, pendant la détention ? Ah si, non, mais il y a eu, je veux dire, on a ri, on a pleuré, on a été bien traités, on a été maltraités. C'était assez surréaliste parfois, parce qu'on était bien traités lorsqu'on était dans la cellule de l'armée islamique dans le Nord, là, avec des gens qui sont quand même qui tuent assez facilement. On nous traitait bien. Je me souviens une fois, nos ravisseurs ont dit on va au souk, de quoi vous avez besoin ? Alors on a dit non, on n'a besoin de rien, simplement si vous pouviez ouvrir la porte, ce serait mieux, quoi. Donc il y avait comme ça toujours cette espèce de... C'est un peu surréaliste. C'est assez surréaliste. Parce que c'est assez surréaliste quand même. C'est quand même quand ils vous ont dit voilà, maintenant il faut que les Français abolissent la loi sur le voile et s'ils abolissent pas la loi, vous allez être tués quand même. C'est quand même extraordinaire parce que quel État pourrait obéir à un tel ultimatum ? Aucun. C'est ce qu'on lui a dit, c'est ce que je lui ai répondu, celui qu'on appelait le gros qui faisait les cassettes. Et je lui ai dit, si vous nous tuez, vous n'allez pas abroger la loi. Et parce qu'on avait il n'y avait pas le décorum guerrier qu'on voit, par exemple, avec les otages américains, etc. C'est déjà au bout de 10 jours, donc le type me dit ça, il me dit si tu ne dis pas ça, vous allez te tuer, ou si Chirac n'abolit pas la loi, vous allez te tuer. Je lui dis mais bon, si tu l'abolis, si tu nous tues, tu ne vas pas abolir la loi. Il me dit we use you, on vous utilise. Donc là, j'ai compris que c'était une manœuvre pour créer un écran de fumée. Et donc, évidemment, j'ai dit que tout le mal que je pensais de cette loi, évidemment, et puis qu'il fallait que le président de la République abolisse. Mais on n'a pas pris cette cassette que vous verrez ici en France le 30, donc 10 jours après notre capture, comme une grosse baffe, comme celle du 8 novembre. On l'a bien analysé, on s'est dit, ils cherchent à créer un écran de fumée parce qu'on leur disait, les Français ne sont pas là, donc qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher ? Donc on s'est dit, ils sont en train de créer une sorte d'écran de fumée pour voir quelle était la réaction en France, justement. Ils ont dit à Christian, on veut voir les réactions.
Donc on a bien analysé, ce qui fait que la nuit d'après, on n'a pas, on s'est battu avec les moustiques pendant 2 heures comme tous les soirs, et puis après on a dormi. Est-ce que vous avez été victime du syndrome de Stockholm, Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on avait. À aucun moment vous n'avez pris fait et cause pour eux. Ah non, pas du tout. On avait, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que le gardien, aussi agréable avec nous soit-il, reste un gardien, et s'il reçoit un ordre, il peut nous demander qu'est-ce qu'on veut au marché, et s'il reçoit un ordre de nous trancher la gorge, ce gardien qui était sympathique avec nous, il faut le dire. On le surnommait aussi le gros parce qu'il était très gros, une espèce de bibin d'homme avec des cheveux en brosse. J'ai réussi à voir son visage une fois. Un autre des ravisseurs nous a dit, on le surnomme le boucher, parce qu'il a tué, il nous a dit j'ai mangé des vipères. D'accord. Donc on avait rapidement conscience que ces gens-là étaient très versatiles et qu'il n'y avait pas, mais simplement nous, tactiquement, on essayait de parler avec eux et de donner des gages. Le débat pour créer un lien. Absolument. C'est lui qui vous dit que les chrétiens ont déclaré la guerre aux musulmans en Tchétchénie, en Afghanistan, et que les musulmans sont en légitime défense? C'est le djihadiste, c'est au même moment, en octobre, là, lorsqu'on est dans cette cellule dans le nord, à l'ouest de Bagdad, et il nous dit effectivement, l'Occident nous a déclaré la guerre en Tchétchénie, en Palestine, en Irak, etc. Et nous, on est en état de légitime défense, donc on doit vous attaquer, mais on ne doit pas perdre son temps à vous attaquer. Il a fait un signe comme ça sur le doigt, il dit qu'il faut attaquer stratégique. C'était peu après Tabac, il nous a dit comme en Espagne. Et puis un autre soir, il est venu nous chercher dans notre cellule et il nous dit venez, on va discuter. Donc on s'installe devant lui et il y avait le gros derrière avec son pistolet, mais dans une ambiance comme ça. Et il nous dit comment vous vous sentez psychologiquement. Alors on lui dit ça va, on ne sent pas trop mal, vous nous traitez pas trop mal, mais on ne comprend pas pourquoi la porte ne s'ouvre pas. Et il nous dit non, vous êtes une carte politique, on va voilà. Et puis il nous dit aussi interrogez-moi parce que je sais que ça va être publié, etc. Donc on lui a dit, écoutez, on va vous poser des questions. Donc c'était 3 semaines avant l'élection de Bush. On lui a dit, pour qui tu votes, Bush ou Kerry? Il nous a dit non, on vote pour Bush, nous parce qu'on on préfère Bush parce qu'avec Bush, les soldats américains vont rester en Irak. Donc ça permettra de nous renforcer. Et donc on lui a dit aussi, il parlait donc leur objectif, c'était de recréer un petit peu tout le califat du sud de l'Espagne jusqu'à la frontière chinoise, donc de renverser tous les régimes arabes. Et donc on enregistrait, puis à un moment on a essayé de détendre un petit peu l'atmosphère, on lui dit, et la France, alors on lui a dit, vous savez, la France, en 1732, on a arrêté les Arabes à Poitiers, donc faites attention, quoi. Donc il y avait cet échange, et il nous dit encore une fois, vous êtes connu. Alors là, je lui ai dit, c'est très bien d'être connu, mais si je rentre dans un cercueil, ça me ferait une belle jambe. Et là, il était un petit peu... Il dit, non, t'inquiète pas, si je devais te tuer, j'aurais déjà posé ma cagoule. Donc c'est évidemment s'il se présentait, c'est rassurant, voilà, ça nous a rassurés. Et alors, il vous explique que l'islam est une religion mieux que la religion chrétienne, etc. Il essaye de vous endoctriner d'une certaine façon. Oui, c'est ça, mais... Bon, et on a eu aussi une fois la visite de celui qui nous a été présenté comme le boss, comme le chef de l'armée islamique au début. Et nous, on s'attend à un discours politique sur l'occupation américaine. Là, on aurait pu s'expliquer. Et là, on voit un type qui arrive, plutôt jeune, un teint assez pâle, et qui nous fait une leçon en 10 points sur la supériorité effectivement de l'islam par rapport à la chrétienté, assortie à la fin d'une demande de conversion. Il dit, ça pourrait aider pour votre libération. Ça nous a un petit peu déstabilisé parce qu'on s'est dit, et puis il nous a dit, on va vous donner un Coran. Donc avec Christian, on s'est regardé, on s'est dit, s'ils reviennent, on leur dira qu'on n'a rien contre l'islam, ce qui est vrai, mais qu'on a besoin, moi que je suis fiancé, j'ai besoin d'en parler à ma future femme, donc quand on sera rentré en France, on ira voir le recteur de la mosquée de Paris, et puis on en discutera de tout ça. Donc on a essayé un petit peu, et puis finalement ils ne sont jamais venus, c'était plus pour nous déstabiliser qu'autre chose, quoi. Donc il y avait toujours un petit peu cette ambivalence entre on vous traite assez bien, mais d'un autre côté on vous menace. Donc c'était... Comme les flics, quoi. En tant que chrétien, vous leur pardonnez à vos geôliers? Oui, je crois. Oui. Je leur pardonne, je leur sais gré de ne pas m'avoir exécuté. Et d'avoir compris que la position de la France n'était pas celle des États-Unis. Et donc j'ai pas de ressentiment, c'est pas dans mon tempérament. Et dès qu'on a été capturé, on s'est dit il faut penser à la libération, il faut être positif, il faut s'expliquer, il faut bien montrer que la France n'a rien à voir avec le conflit, et puis se dire qu'on a un ange gardien et que il va nous protéger. Justement, le problème de toute cette histoire, c'est comment vous, Français,
donc ressortissant d'un pays anti-guerre. Vous avez pu être capturé, gardé 124 jours. En plus, vous êtes plutôt sympathisant de la cause arabe, de la cause palestinienne. Je veux dire, vous n'êtes pas... on est pour la légalité internationale en Palestine comme en Irak, c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, nous, la guerre était illégale, donc l'occupation qui s'ensuit est illégale. Et en Palestine, c'est la même chose. Il y a des résolutions de l'ONU, elles ne sont pas appliquées depuis 1967, donc on avait une position claire. Et donc on c'est ça qui est bizarre, c'est que d'abord français, donc pays anti-guerre, ensuite connu pour des positions, disons, pas spécialement sionistes ou pro-israéliennes, et malgré tout, vous êtes gardé 124 jours. C'est quand même ça le point d'interrogation. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui s'y est intéressé, quand on va en parler avec lui, qui a écrit un livre là-dessus. C'est Gérard de Villiers. Gérard de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tous les deux, non? On a dû se croiser un jour, on s'est croisés. J'ai entendu parler de vous au Proche-Orient. Oui, en bien ou en mal? Non, plutôt en bien, ouais. Plutôt en bien. J'ai lu ces bouquins. Ouais. J'ai reconnu les personnages, d'ailleurs. Alors, Gérard de Villiers, vous publiez chez Fayard un bouquin qui s'appelle « Otages, : la vérité, les secrets de leur libération ». Alors, vous étiez à Bagdad, vous, au moment où... J'étais à Bagdad, deuxième partie de septembre. Ouais. Donc, eux étaient déjà capturés. Moi, je venais faire un SAS à Bagdad. Alors, voilà. Pourquoi la France a mis autant de temps à récupérer ses otages? C'est le sujet de votre livre, Gérard de Villiers. Parce que vous dites... vous rapportez une phrase du New York Times. Si Chirac n'arrive pas à faire libérer les otages, qui en sera capable? Et effectivement, nous, quand vous avez été pris, on s'est dit ça va durer une semaine. La France a eu une position tout à fait claire dans l'affaire, etc. Les raisons. Alors, il y a plusieurs raisons. On va les prendre une par une. La première, en fait, c'est que les Français et les Américains n'ont plus aucune coopération là-bas, et qu'avant de savoir qui étaient les ravisseurs, il a fallu du temps. Oui, je ne pense pas que ce soit la raison... c'est une raison. Les Américains n'ont pas aidé, c'est certain. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas retrouvé... Allons-y, continuons les raisons. Donc il y a une autre raison qui est que l'ambassadeur de France en Irak, Bernard Bajolet, n'était pas en Irak, justement, il n'était pas à Bagdad, il était à Paris pour la fameuse conférence des ambassadeurs qui a lieu tous les ans. Et donc c'est le chargé d'affaires qui était là-bas. Ça a dû effectivement pas faciliter les choses. C'est-à-dire que le chargé d'affaires a commis une erreur, à mon sens, mais une erreur parfaitement excusable. Parce qu'il faut comprendre une chose. Sans que les gens le sachent, les règles du jeu venaient de changer. Parce qu'avant leur enlèvement, aucun journaliste français n'avait été enlevé pour plus de 24-48 heures. Donc, ce chargé d'affaires, à qui on vient dire que 2 journalistes ont été kidnappés par un groupe inconnu, et demandant peu de choses, demandant $1000, etc., ça lui a paru bidon. Et il était parfaitement excusable. Et ça, c'est la première cause. Je crois que l'ambassadeur était à la conférence des ambassadeurs, mais... Ferrero. Mais rapidement, le contact a été pris. Le lundi, on est venu nous voir et on a signé un petit morceau de papier sur lequel on inscrivait Georges Malbruno, OK, la signature. On nous a dit Safara Franci, l'ambassade de France. Donc, le contact a été établi rapidement. Et je crois qu'il ne faut pas incriminer tel diplomate ou tel autre. Non, on cherche. Enfin, c'est son bouquin. Moi, j'étais quand même un petit peu concerné dans cette affaire. Clairement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... Je crois que c'est on va prendre les autres raisons. Est-ce que l'appel de Chirac suppliant les ravisseurs, est-ce que ça a fait monter les enchères? Alors, ça a donné du poids Je crois qu'il y a eu une période de ce que j'appelle dans le livre d'illusion lyrique. En gros, c'est Chirac s'est dit, et son entourage, la classe politique française, tout le monde s'est dit, mais les Arabes ne peuvent pas nous faire ça. Nous sommes leurs amis. Et les gens n'ont pas réalisé que les Arabes, il y a plusieurs catégories. Et que pour des gens comme ceux qui les ont enlevés, c'est-à-dire des salafistes, des gens du takfir, des extrémistes, nous faisons partie de la caravane de Satan. Alors,
autre raison, et non la moindre en tous les cas pour vous, Gérard de Villiers, c'est que le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a voulu garder le dossier, alors qu'ils n'ont jamais résolu, dites-vous, aucune prise d'otage. Et en fait, la DGSE, la DGSE, les services secrets ont été mis sur le coup très longtemps après, au moment où Chirac a d'ailleurs tapé sur la table pour que Rondeau soit envoyé à Bagdad. Oui, mais Rondeau a joué un rôle, je dirais, marginal. Il a joué un rôle d'expert parce qu'il connaissait bien. Le gros travail a été fait par les gens de la DGSE. La DGSE a envoyé une formidable équipe à Bagdad, dirigée par un type qui est un très très bon. Comment il s'appelle? J'ai pas envie de vous le dire. Et de toute façon, je ne vous le dirai pas. Son prénom? Rien. Un indice? Ça commence par R. Ouais. Son nom commence par R. D'accord. Voilà. Donc, il l'envoie là-bas? Ils l'envoient pas tout seuls. Et eux, dont c'est le métier, parce qu'une récupération d'otages, c'est une opération clandestine par destination. Ce sont des rendez-vous tordus, secrets, difficiles, dangereux. Bon. Et eux se sont mis au travail. Mais on avait perdu quand même pas mal de temps. Donc alors, la vraie raison de ces 124 jours, parce que c'est quand même, vous savez, c'est quand même très long, Gérard de Villiers. Thierry, oui. C'est comme les accidents d'avion. Il n'y a pas une raison. Oui. Il y a une conjonction de plusieurs raisons. Alors, la raison, en tous les cas, il y en a une autre de raison, c'est Julia. Alors là, ce que vous appelez la pollution du, la pollution du dossier. Majeure d'une bande ce sont les Dalton. Ouais. C'est une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que là, on était dans une phase de libération. Avec à sa tête un illuminé, pas malhonnête, qui est M. Julia, mais qui est un illuminé total, crédule, etc. Mais les autres, Philippe Brett, moi je le connais personnellement. Ouais. Il y a 2 ans, il m'avait promis un visa qu'il ne m'a jamais eu. Donc je l'ai pratiqué pendant un certain temps dans l'arrière-salle du Café Scossa à Place Victor Hugo. Ouais. C'est un voyou. Son boulot, c'était d'amener des Français chez Saddam et de faire du business et de prendre des coms. Et après, de vendre des interviews bidons de Saddam, tout le monde savait que Saddam ne donnait pas d'interview. Ouais. Donc là, il a vu une occasion de se remettre en scène. C'est-à-dire que vous, on était dans une phase de libération quand il y a eu cette affaire Philippe Brett, Julia. Et ça a retardé votre libération, c'est clair. Ça a retardé un petit peu, mais je ne suis pas convaincu que ça allait retarder tant que ça. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie de ces imposteurs. Ouais. Il y en a eu des dizaines qui sont allés à l'ambassade de France, dire ah oui, j'ai vu Malbruno et Chesneau, j'ai mangé du hummus avec eux, et j'ai besoin de changer mon... Ils ne se sont pas rétractés, en tout cas, ils continuent. Hein. Vous savez, Thierry, c'était tous ceux qui avaient un morceau de la vraie croix. Ouais. Il y en avait une 60aine. Alors bon, au départ, quand même, l'Élysée est au courant de l'aventure Didier Julia, Philippe Brett, en se disant c'est bien d'avoir 2 fers au feu. Et quand il voit que ça tourne mal, il laisse tomber le mec. En France, la classe politique française a la culture du mensonge. Ce qui est très dommage. Parce que personne ne peut blâmer ni Chirac, ni les gens chargés du dossier d'avoir tenté tout. Même s'il y avait une chance sur 1 million, mais il fallait la tenter. C'est comme dans Mission Impossible, le mec qui dit si vous étiez pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. C'est tout. Alors, c'est tout. Simplement, ils avaient raison de le tenter, même s'il y avait toute petite chance. Ils n'avaient qu'à dire après, mais bien sûr, on a tout tenté. Mais personne ne peut rien leur reprocher. Il a raison. Alors, Gérard de Villiers, est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a eu rançon ou pas rançon? Parce que vous, ce que vous dites, c'est que finalement, comme ça a été à la fin un échange physique, c'est-à-dire que si vous dites qu'il n'y avait pas eu rançon, ils auraient pu les laisser au bord de la route, finalement. Mais le fait qu'ils aient exigé de les remettre en main propre, c'est parce qu'en échange, on devait leur donner quelque chose. C'est votre... Moi, j'en suis persuadé. Ouais. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas le signer avec mon sang. Ouais. Mais je n'ai jamais encore vu d'histoire d'otage qui se termine sans une remise de compensation. Vous dites le contraire, hein? Moi, j'ai pas vu de valise avec de l'argent dedans. J'ai vu un coffre qui s'est levé, on est sorti et on s'est avancé. Et vous avez dit ça sent bon l'acquis. Ça sent bon l'acquis, ouais. Mais de toute façon. Mais il y avait quand même un peu de nervosité parce qu'il y avait pas mal de types en armes. Vous savez, les Italiens ont payé une rançon pour récupérer leur... Ah oui, tout de suite. Là, Berlusconi, lui, l'a payé tout de suite. Ça a pris 3 semaines, mais ils l'ont avoué. Ils ont dit, bah oui, mais moi je trouve que c'est tout à fait normal de payer une rançon pour récupérer 2 nationaux. D'autant que cette affaire, le suivi de l'affaire, ça a coûté une fortune. Parce qu'il y a des gens, il a fallu déplacer des gens, il y a eu des faux frais, si on peut dire, plus tout ce qu'il fallait verser
aux faux intermédiaires. Mais quand un type arrivait à l'ambassade de France avec un petit truc prouvant qu'il avait un contact avec les ravisseurs, qui disait c'est 5 000 $, on ne pouvait pas le virer. Ouais. C'était des étoiles filantes, la plupart, qu'on ne revoyait jamais. Mais là aussi, principe de précaution, on était obligé de tout suivre. Et c'est en ça que la DGSE a fait un travail de tri. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, vous êtes très laudateur de la DGSE. C'est vraiment un beau travail, c'est un très beau travail de professionnel. Bien. Merci Gérard de Villiers, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Otage la vérité. C'est publié chez Fayard. On va peut-être l'offrir à Georges, il ne l'a pas eu. Voilà. On va vous le découvre. On va le filer. Et alors, vous, on va savoir ce qui s'est vraiment passé. On avait reçu Saman Abdul Majid, le traducteur de Saddam Hussein, dans cette émission. Ça avait été très dur d'ailleurs pour qu'il vienne, parce qu'il était à Londres, beaucoup de mal pour avoir le visa. Et c'est un livre qui avait été fait en collaboration avec Christian Chesneau et vous, Georges Malbruno, publié chez Fayard. Voilà. Alors vous allez faire quoi maintenant ? Je vais continuer de m'occuper du Moyen-Orient depuis Paris, mais sans aller en Irak, parce que la situation est devenue impossible pour les journalistes. On nous a dit d'ailleurs, ne revenez pas, l'Irak est devenu la terre de la guerre et on n'a pas besoin de vous. Quoi. Donc je ne veux pas tenter le diable 2 fois. Alors que Roger Haut, qui y retournait, lui. Chacun fait... Et alors, il y a une fille de Libé, Florence Aubenas, qui a été donc kidnappée cette... Le problème, c'est que les journalistes ne peuvent plus travailler parce que les conditions de déplacement sont devenues très difficiles et ces groupes-là qui prennent en otage sont postés à différents endroits, ont des rabatteurs, et ils vont à la pêche. Donc, dans notre cas, par exemple, moi, je savais qu'à cet endroit-là, il y avait des risques, mais on avait tellement travaillé un petit peu avant, on était sur un rythme un petit peu au-delà du supportable, et j'ai baissé la garde au mauvais moment, au mauvais endroit, et je suis resté 10 minutes au téléphone, et ils se sont dit, voilà, il y a un étranger, et puis ils nous ont chopés, quoi. Pour ma gouverne personnelle, vous avez été enlevé au nord de Latifia ou au sud de Latifia ? C'était, je crois, au sud de Latifia, mais on a été enlevé, je crois qu'il y a beaucoup de thèses qui ont circulé. Je veux dire, dans l'avion, on a lu des choses un petit peu invraisemblables. Et on a été, dès le début, arrêtés par l'armée islamique en Irak, qui a des gens qui capturent, des gens qui jugent, des gens qui gardent, des gens qui... Voilà, je crois que c'est une armée qui est organisée, qui s'est structurée au fil des mois, et qui a un système, ils nous ont expliqué, il y a un type qui vient vous interroger, et il remet, c'est un juge d'instruction, il remet ses conclusions à un tribunal composé d'un certain nombre de chairs, de responsables religieux et tribaux, et qui juge, et il juge avec ces 2 cases, condamnation ou négociation. Et on l'a vu après, alors il y a aussi, c'est l'Orient, vous savez, il y a l'organisation, puis il y a le bordel. On a réussi, par exemple, à savoir une fois où est-ce qu'on était, parce que nos gardiens ont laissé traîner comme ça des plastiques le matin en nous servant le petit déjeuner. On avait vu Bakery Rabat, 2 quartiers de Bagdad. Et moi, je connais un petit peu Bagdad, et je me suis dit, on n'est pas à Mansour, on est dans l'autre quartier. Et puis 15 jours après, un soir, on reçoit notre traditionnel poulet riz, et puis c'était marqué boucherie Mustapha à la mairie. Voilà. Donc il y a aussi ça. Donc c'est une structure qui s'organise, mais aussi avec aussi l'inorganisation qui est un petit peu la règle au Moyen-Orient. C'est sûr. Merci Gérard, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.